On est mardi, il est 10 heures et je viens de danser sur du Beyoncé. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je suis avec quelqu'un qui aime beaucoup Beyoncé. Salut Charlotte. Salut, ça va? Bah écoute, très bien et toi? Ça va, En forme? en forme. Écoute, on me décrit tout le temps comme une méga fan de Beyoncé, donc les gens vont penser que je suis obsessionnelle. But I love Beyoncé! Ouais, super. Moi, un peu moins, mais je l'ai écouté là, j'ai bien aimé. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci! C'est top. Un profil qui est, je dirais, innovant et dansant. Je pense que c'est les deux mots. Je viens d'improviser ça. Charlotte, avant de rentrer dans les questions, tu fais quoi dans la vie, voilà, des questions assez classiques. Moi, j'aime bien te demander au moment où, dans ta tête, tu t'es dit, euh, je veux faire ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que tu as eu un moment, haha, genre tu t'en es rendu compte, ou est-ce que ça a été un cheminement Non, j'ai pas du tout eu un moment haha. J'ai eu, je pense, 5 ans de moments qui ont été vraiment le grand 8 émotionnel et qui m'ont amené à la fin à là ce que je fais aujourd'hui. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment dans le cadre de Carbon Theory, je kiffe trop, je suis vraiment à ma place, c'est trop bien. Mais ça a été un très 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 long cheminement. Donc pour tous ceux qui n'ont pas ce moment aha, ne vous inquiétez pas, il y a quand même moyen de faire quelque chose de cool avec sa vie. Mais j'ai jamais eu ce moment. Et qu'est-ce qui a nourri du coup ce cheminement? Enfin, c'est un cheminement qui a commencé dès l'enfance? C'est quelque chose que... Comment t'as nourri ça, ce cheminement? Je pense que c'est surtout arrivé, enfin je pense que j'avais des prédispositions, mais je pense que c'est arrivé surtout en école de commerce où tu vois quand t'es en prépa, t'es la tête dans le guidon, tu fais ce qu'on te demande, il y a beaucoup de pression, t'as pas trop de temps pour réfléchir à ce que tu veux faire ou être ou quoi que ce soit. Et quand t'arrives en école de commerce, bah c'est le truc, t'as beaucoup de temps. Moi j'étais pas trop dans ces trucs de BDE, etc. J'étais dans l'assaut de la comédie musicale évidemment, mais j'avais pas mal de temps, je me retrouvais pas du tout dans les cours, j'étais pas hyper épanouie dans le curriculum classique école de commerce. Et en fait, j'ai commencé à me dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire un peu avec mon temps. Je bossais à côté, j'étais serveuse, j'avais encore du temps. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer une association pour que des gens qui font des trucs stylés m'expliquent comment eux ont fait des trucs stylés. Donc j'ai fait pas mal avec des sportifs, Hmm. avec des aventuriers, etc. Et c'est parti comme ça de faire des petits talks où personne venait à mes talks pour écouter le parcours de certaines personnes, puis à organiser des concours d'entrepreneuriat et d'éloquence, puis monter ma première boîte avec mon associé, puis me rendre compte que cette boîte-là avec mon associé me convenait pas, arrêter, puis passer ma certification de coaching, Hmm. puis être encore perdu et reprendre un taf salarié, puis créer une formation en ligne et recréer Carbon Theory, tu vois. Donc ça a pris du temps. Je suis un peu lente, mais je suis arrivée à destination à peu près. Ouais, c'est étape par étape. Il n'y a pas eu un jour où voilà, tu t'es réveillé, tu as dit je veux complètement changer. Il y a une suite logique et c'est bien déjà. Dès l'école de commerce, tu disais que tu organisais des talks, c'est ça? Ouais. Avec des profils inspirants. Enfin, déjà avoir ce petit truc, enfin ce truc, bon, arrêtez de dire petit dans la tête dès l'école de commerce, je trouve que ça en dit long sur la personnalité. J'ai écouté pas mal de tes. J'ai consommé beaucoup de Charlotte Scapin. Il y a un truc qui m'a inspiré, tu as employé un terme que je connaissais. Enfin, ok, j'avais jamais pensé. Tu parles d'une éducation de dev perso que tu as eue. Du coup, moi ça m'intéresse. C'est quoi une éducation de dev perso? Bah, moi, j'ai jamais eu, en tout cas. Enfin, j'ai pas eu une mes parents ne savaient pas que. Ils connaissent pas du tout. Enfin, ils connaissaient pas avant moi le développement personnel. Ils ont jamais eu cette conscience de dire on va leur faire une éducation, enfin, moi et ma sœur, qui leur permettra de connaître les rudiments du développement personnel. Hmm. Mais on a vraiment été éduqués d'une manière tout est possible. On n'a pas été éduqués comme des filles ou comme des garçons. On a été éduqués dans le sens. euh, tout ce que vous voulez faire, il y a un moyen de le faire. Vous pouvez faire. Enfin, on m'a jamais dit fais une école de commerce. J'aurais pu être dans la menuiserie, dans les études de commerce, dans n'importe quoi. Et ce qu'on nous a dit, c'est tu fais ce que tu veux, mais sois vraiment bonne dans ce que tu fais. Qu'il faut une curiosité pour les choses. Tu vois, je suis partie en seconde. J'avais tout juste 16 ans aux États-Unis. Donc j'ai arrêté pendant un an le lycée pour faire un échange d'un an aux États-Unis. Ça, ils m'ont dit, ils m'ont jamais bloqué pour le faire. Mon père habitait en Afrique et au Togo également, donc j'allais beaucoup, donc on a beaucoup voyagé jeune.
On a toujours une permission, en tout cas, d'explorer. Et tu vois, de pas suivre l'autoroute de non, tu iras aux États-Unis que quand tu auras passé ton bac et que je sais pas quoi, quand tu auras fait ça, quand tu auras fait ça. On a toujours été très libre de justement d'explorer. Et je pense que c'est ce qui fait c'est ce qui fait une éducation au développement personnel. C'est que ce qui manque aujourd'hui aux gens pour apprendre à se connaître, c'est la liberté d'exploration. Okay. La liberté d'aller tester des choses, d'aller expérimenter, d'aller voir si ça te plaît, d'aller voir si ça te plaît pas, de te tromper, de recommencer. Et nous, on a toujours été encouragés à faire tout ça. Il fallait qu'on travaille bien à l'école quand même et qu'on ait des bonnes notes, mais sous couvert de ça, on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait sortir, on pouvait aller en boîte, on pouvait... on n'a pas eu de restrictions à ce niveau-là. Et je pense que ça aide vachement pour la suite, quoi. Ah, je voulais clarifier ça et puis je comprends mieux maintenant, enfin, ça fait beaucoup de sens. Peut-être moi je me pose des questions aussi pour moi-même, pour mon futur. Voilà, comment arriver à ce que quelqu'un à ton âge dise qu'il a eu une éducation au dev perso. J'ai trouvé ça ultra puissant, donc top. Charlotte, dans la vie, que fais-tu? C'est quoi la répartition de tout ce que tu fais? Donc je suis officiellement coach en développement personnel et j'ai une entreprise qui s'appelle Carbon Theory. Et aujourd'hui, j'accompagne mes élèves principalement par de la formation en ligne. Donc j'ai une formation en ligne qui s'appelle Get Your Shit Together, qui est vraiment une formation axée sur comment prendre confiance en soi. C'est sur 8 semaines, mais on le fait plus en 12 ou 14 semaines. Et donc il y a une partie qui se fait en autonomie avec la formation en ligne, et moi j'accompagne après pour développer, pour aller plus loin, pour approfondir, pour les choses qui bloquent, etc. Donc ça c'est plus la partie cerveau, reprogrammation de cerveau du développement personnel que je fais. Et à côté de ça, j'ai des cours de R&B thérapie. Donc c'est des cours de confiance en soi par la danse, parce que je faisais beaucoup de danse. Et là c'est vraiment un moment, 1h30, où tu vas aller tester l'inconfort, tester la vulnérabilité, tester l'imperfection, et vivre toutes ces choses-là pour qu'après ce soit plus simple dans la vraie vie de les accepter. Parce que c'est très lié à la peur de l'échec, c'est très lié à la peur du regard des autres. Et quand tu acceptes ces 3 émotions-là, souvent, pareil, tu regagnes beaucoup en liberté et tu es capable de faire beaucoup plus de choses que ce que tu fais actuellement. D'accord, donc le fait de vraiment... Alors, j'ai pas assisté à un de tes cours, peut-être plus tard, je sais pas s'il y a beaucoup d'hommes, mais donc du coup, ouais, tu t'es dit... donc la danse, c'était une de tes passions aussi? C'est quelque chose que tu aimais aussi Ouais, mes relations un peu je t'aime moi non plus avec la danse, qui m'a poussée à créer ce format-là. En fait, je faisais beaucoup de danse plus jeune, et après j'ai arrêté, et je suis revenue à Paris, et j'ai été dans des cours de danse au Centre de danse du Marais, au Lac Studio, qui sont des studios un peu connus à Paris. Et en fait, tu vois, j'étais complètement perdue, tout le monde était trop stylé, j'étais super intimidée, tout était très axé sur la performance, le résultat, la technique. Et moi, j'avais juste envie d'un endroit, tu vois, où... limite j'allais me retrouver comme quand j'étais en boîte avec mes potes et on faisait n'importe quoi et on se lâchait complètement, un lieu vraiment d'expression de soi que j'ai du mal à trouver. Parce qu'en plus moi j'ai une grosse mémoire de poisson rouge, donc j'ai beaucoup de mal à retenir les chorés, ou alors faut t'y remettre pendant hyper longtemps pour le faire. Et je me disais mais c'est ouf, il n'y a pas ce lieu où tu peux juste danser comme si tu dansais dans ton salon et complètement te lâcher et te prendre pour une grosse bimbo et te prendre pour Nicki Minaj et pendant 1h30 avoir un peu, tu vois, cette soupape de décompression. Et je me suis dit, ok, faut créer ce truc. Moi, c'est trop le cours de danse dont j'aurais rêvé. Donc je me suis dit, je le crée. Et au début, j'ai eu trop peur. Donc je bossais avec Maï, c'est un chorégraphe qui s'appelle Claude Cormier. Donc c'est lui qui a donné les cours au début, qui m'a énormément aidé, même dans mon rapport au corps, dans mon rapport à la confiance en soi. Il est incroyable. Et au fur et à mesure, en fait, un jour, il y a eu un quiproquo. Je pensais qu'il pouvait donner le 2e cours ou le 3e cours. Et en fait, il pouvait pas. On s'est pas compris. Et il y avait le cours était rempli, donc je me suis dit j'annule pas, je donne le cours. Terreur, j'avais tellement peur. Et en fait ça s'est bien passé et ça m'a vraiment aidé, tu vois, d'arrêter de toujours m'appuyer sur les autres aussi pour faire un truc qui moi me tenait à cœur et me ressemblait. Et au fur et à mesure des cours, moi j'ai pris de l'aisance, j'ai pris confiance en moi et là aujourd'hui c'est vraiment des cours qui me ressemblent à fond. Je l'ai fait avec Laïla Hamdaoui et on est vraiment sur la même longueur d'onde et donc voilà, maintenant je le fais tout seul. C'est génial parce que moi je trouve ça a beaucoup de liens.
car je sais pas trop comment l'expliquer, mais depuis voilà, que je suis un peu sorti de ma zone de confort, à faire un podcast, à faire des stories sur Facebook, chose que je pouvais pas faire avant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je serais plus apte à dance like nobody's watching, parce que je pense que ouais, on développe une compétence à s'en foutre en fait, Ah ouais. et à se dire que c'est pas grave qu'on danse un peu n'importe comment, enfin, je pense que tu dois insister là-dessus, enfin, t'es ultra bienveillante quoi. Ah oui, 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 et puis tu vois, il y a beaucoup de... Moi, le but, justement, au début, il y a des exercices, beaucoup d'exercices de regard qui terrifient tout le monde parce que, tu vois, j'entraîne les gens à regarder les autres, à se laisser regarder, donc il y a tout un travail aussi pour travailler sur le jugement, le rapport à soi, etc. T'as un exercice qui est aussi complètement dans le noir et tu te rends compte qu'en fait, les gens, c'est pas que des autres qui ont peur parce qu'il y a plein de gens qui vont être dans le noir qui ne vont même pas réussir à bouger un pied ou bouger une main et danser tout seul, à s'autoriser, à prendre de l'espace, etc. Donc on travaille là-dessus. Et après, justement, tu as la partie plus chorégraphie, mais on fait exprès de l'apprendre très rapidement et sommairement pour que... Moi, c'est le but, je m'en fiche, je suis pas prof de danse, tu vois. Si tu veux progresser en danse, c'est pas là qu'il faut aller. Moi, le but, c'est que les gens deviennent à l'aise à prendre de l'espace, qu'ils deviennent à l'aise avec l'imperfection, qu'ils deviennent à l'aise avec la vulnérabilité et qu'ils deviennent à l'aise avec l'inconfort. Donc la chorégraphie, on leur apprend assez rapidement. Et en fait, après, ils restituent en groupe ou pour les plus courageux tout seul. Et donc là, bah, justement, tu passes avec ce que tu as retenu, mais le reste, tu prends ta liberté de, ok, qui tu es quand tu ne sais pas, qui tu es quand tu n'as pas les réponses, comment tu réagis quand tu n'as pas les directives, comment tu réagis quand tu n'as pas la structure. Et là, bah, du coup, c'est des expériences hyper fortes, il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de gros sanglots, il y a beaucoup de réactions assez incroyables parce que c'est vrai que dans nos environnements un peu standards, c'est difficile d'expérimenter qui tu es quand on te dit pas qui tu dois être en fait. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais... Complètement. Ouais, voilà. Non, mais là, ouais, là tu inverses les règles de la société un peu. Voilà, Ah, j'avais pas vu comme non, ça, mais c'est vrai. mais ouais, un peu, c'est Ouais, vrai. je suis un peu philosophe Ouais. aussi. Non, mais moi j'adore ces environnements où je pense que c'est le bon mot, bienveillance, où on peut faire n'importe quoi sans être jugé, quoi. En France, c'est un peu. Bon, ça va de mieux en mieux, je suis assez optimiste pour la Ouais. suite, mais c'est un peu pas trop dans la culture. Et ça me fait penser, tu as vécu aux USA Mm. et tu as. J'aimerais que tu reviennes un peu sur la comparaison que tu as fait. Alors je connais la réponse, mais je voulais que tu la dises. Entre les enfants dans les camps de basket en France et les enfants dans les camps de basket aux USA, si tu te rappelles de ça, parce que ça m'a ultra impacté sur la différence. Et pourquoi en France, parfois, on a du mal à dire ouais, je suis le meilleur ou au moins je suis bon dans ça. Ah oui, bah oui, ça c'était. Enfin, je sais pas si c'est à ça que tu fais référence, mais en gros, il y a avant le confinement, j'ai tourné le premier épisode d'une série qu'on va sortir où en fait je vais en immersion avec des personnalités, notamment du sport, pour voir, ok, qu'est-ce qu'il faut pour développer une champion mentality, c'est quoi les coulisses de la réussite, c'est quoi les coulisses du dépassement de soi, et vraiment voir ça. Et donc, à l'occasion de ce premier épisode, j'ai été m'entraîner en immersion, rien que d'y repenser, je suis fatiguée déjà tellement que c'était hardcore. J'ai été en immersion pendant une semaine avec Karim Souchu, qui est l'entraîneur de l'équipe de France et de l'équipe olympique de basket en 3-3. Donc c'est une nouvelle discipline de basket. Et en fait, à cette occasion, j'ai eu la chance incroyable d'aller voir l'équipe de France s'entraîner. Donc on a discuté avec eux après, j'ai discuté beaucoup avec Karim aussi, et qui m'expliquait, mais en fait, en NBA, t'as pas le choix de dire que c'est toi le meilleur. Okay. Et donc il m'expliquait, c'est même pas une question de prétention ou de je sais pas quoi, et ça c'est ce que j'ai pu voir, c'est que le mental est tellement important, quasiment beaucoup plus que tes capacités physiques, que tu dois constamment te répéter que t'es le meilleur, que t'es le meilleur, que t'es le meilleur, si tu veux avoir une chance d'aller en NBA, si tu veux avoir une chance d'aller dans l'équipe qui te fait kiffer, etc., si tu veux avoir une chance d'être pro. Et tu vois, par exemple, en discutant avec l'équipe de France, il y a un mec, je lui ai dit, mais par exemple, comment tu fais en fait quand t'as la flemme ? Et le mec m'a dit, bah non, mais en fait, moi, tu comprends pas, je peux pas avoir la flemme, je peux pas me permettre, c'est un luxe la flemme. Et j'étais là, ah ok. Et donc, tu vois, ça a rentré, enfin, je sais pas si c'est ce que tu voulais que je réponde, mais il y avait vraiment ce truc de dire, moi, je peux pas me permettre de dire que je suis pas le meilleur, parce qu'en fait, j'ai envie d'y arriver, et si je suis pas le meilleur, je peux pas y arriver. Donc, c'est pas une question de prétention, c'est une question d'arriver à ton objectif.
Et après, un parallèle qui était assez intéressant, qui rejoint ce que tu dis, c'est que le rapport à l'ambition, en tout cas entre les Américains et la France, donc moi je suis partie après ma seconde aux États-Unis, et tu vois, en seconde, déjà on faisait des trucs d'orientation, et puis tout le monde était là, je sais pas trop ce que je veux faire, peut-être que si c'est possible, j'aimerais bien être responsable marketing, ou je sais pas quoi. Alors que tu vois, aux États-Unis, ma classe, j'étais vraiment dans le fin fond de la Caroline du Sud, et c'est un endroit très très pauvre où, en tout cas, les chances académiques d'aller à l'université, etc., sont très très réduites. Et eux, quand tu leur demandais ce qu'ils voulaient faire, ils étaient là, I want to be president of the United States. I want to be the next LeBron James. I want to be. Et tu vois, aucune honte, aucune rougeur à dire, moi en fait j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment envie d'être millionnaire. J'ai vraiment envie d'être président. J'ai envie d'être en politique. Alors que nous, tu vois, même après en revenant en première, où on refaisait des trucs d'orientation, nous on rougit de nos ambitions, mais tout de suite, tu vois que ça, les épaules se mettent en avant, t'as peur de ce qu'on va te dire, t'as peur qu'on se foute de ta gueule, t'as peur d'être trop ambitieux, et le mec qui dit qu'il a envie d'être président, tu lui ris au nez, quoi. Enfin après, moi je suis de Saint-Malo, donc c'est peut-être à Saint-Malo qu'on rit au nez des gens qui ont des ambitions comme ça. Je sais pas si c'est pareil à Paris, mais oui, le contraste était assez énorme, quoi, entre les deux. C'était une super anecdote aussi. Ça fait un lien aussi. Moi, je pensais aussi quand les jeunes au camp de basket, en France, quand tu leur demandais c'est qui le meilleur, ils disent Tony Parker, LeBron James, etc. Et aux États-Unis, ils disent c'est moi. Ah oui, c'est pour ça. Mais c'était ultra intéressant. Mais c'est pour ça que maintenant les gars de l'équipe de France disent c'est moi, parce que je pense que Karim leur a énormément dit ça peut pas être Tony Parker, ça peut pas être machin, genre c'est toi. Et donc là, ça leur est rentré dans la tête, quoi, je pense. Mais c'est ça, et puis ça aide à avancer, je pense, pour... Toi, tu parles de comment dégommer son syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai fait un épisode sur comment le combattre. Et je pense qu'il faut s'inspirer un minimum de ces gens-là. On va dire que je suis bon dans ça, parce que le fait de nous répéter ça nous met dans une condition où on va vraiment oser faire les choses qu'on veut, quoi. Il y a une question aussi du début. Bon, là, on a déjà un peu avancé. Un peu comme quelqu'un qui faisait un entretien d'embauche. 3 mots pour te caractériser en tant qu'entrepreneur. Oula. Moi, je pense qu'un des trucs qui me caractérise le plus, je suis très loyale. Genre très 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 loyale. Donc j'ai pas, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant le podcast, je suis pas très mondaine. Tu vois, ça c'est un truc sur lequel je devrais travailler, d'aller rencontrer plus de gens, d'aller voir plus de gens, etc. Mais moi je suis très avec les gens avec qui j'ai déjà travaillé depuis longtemps, mon cercle d'amis, etc. Mais je pense que ça impacte énormément mon activité et ma vie d'entrepreneur. Enfin en tout cas comment je ressens l'entrepreneuriat. Après moi c'est... souvent ce qu'on me dit, c'est que je suis une grosse geek, mais en même temps une grosse bimbo. Et ça, je pense que pareil, ça définit pas mal de choses. J'ai l'impression d'être dans 2 polarités complètement opposées, et que j'ai dû réussir à faire coïncider, et que j'ai réussi à faire coïncider dans Carbone Theory. Et je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que les gens ressentent le plus. C'est cette espèce de mix de ces 2 mondes que j'ai, qui ressort là-dedans. Et voilà, ça fait 3 mots. Ouais, bimbo, geek et loyal. Bimbo, geek et loyal. C'est top, c'est original en tout cas. J'ai bien fait de demander ça. Bon, madame la bimbo geek loyale, je t'appelle comme ça. Il y a plusieurs choses, donc construction d'une offre, accompagnement, etc. C'est quoi the tâche, Z-E, que tu préfères en fait? Vraiment, la tâche que tu dis, ouais, c'est trop cool, je vais faire ça. C'est dur parce que en fait, tous les trucs que j'adore faire, j'ai une aversion au début. Et notamment, créer les vidéos moi-même sur YouTube. Non, là, une tâche que j'ai faite sans absolument aucun effort, c'était de faire cet épisode de série en immersion. Moi, je suis juste avec la personnalité inspirante. Laïla s'occupe de filmer et s'occupe des détails. Et moi, je me laisse porter et je fais ce qu'on me dit. Ça, j'adore. Okay. Mais je pense que c'est une pause de l'entrepreneuriat. Tu sais, où tu dois décider toute la journée, il faut faire ça, prendre des décisions tout le temps. Chaque décision a un impact. Là, ce que j'adore faire, c'est quand me laisser porter, juste faire la présentatrice
Et ça, j'adore, je le fais sans aucun effort. Mais sinon, dans les trucs qui me reviennent plus au quotidien, j'adore créer du contenu, j'adore coacher les gens, mais j'ai toujours une appréhension avant. Et même maintenant, tu vois, ça fait 5 ans quand même que je fais plus ou moins ce que je fais. J'ai toujours le trac avant de coacher quelqu'un, même quelqu'un que je connais, enfin même quelqu'un qui arrive en fin de son parcours de coaching. J'ai toujours le trac avant de produire un truc, de me mettre à mon bureau et de me dire ok Charlotte, là on se pose pour 40 minutes, 2 heures, le temps que je réussis à me concentrer. Et après ça m'apporte beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction, mais j'ai toujours du mal au début. D'accord. Donc c'est pour ça que je te dis, moi dans ce que je fais aujourd'hui, j'ai pas encore le truc de ah c'est fluide, je fais tout sans effort, j'adore. J'ai toujours des petites appréhensions avant de faire toutes les tâches que je fais dans mon business. Je sais pas si c'est bizarre, s'il y a des psychothérapeutes parmi vous. Bah oui, hein. Vous aurez les coordonnées de Charlotte Ouais. juste en dessous de l'épisode. Et je reviens sur la première partie de ta réponse. C'est clair que quand on quitte, enfin moi qui étais salarié, avant de quitter le salariat, on se dit ouais trop cool, je vais plus avoir d'ordre ou je vais pouvoir décider ce que je fais, mais quel bonheur parfois de recevoir des ordres, enfin des ordres, mais Ah ouais. d'avoir une structure. Parce que j'avais pas imaginé ça, que ça demande vraiment du jus de cerveau, enfin de planifier, de se dire Tout. quoi faire, quoi. Tout. Et tu vois, ça c'est un truc où parfois t'as envie de. Enfin, moi je sais qu'il y a des moments où j'aimerais bien que. Juste de ne pas être responsable, mais de temps en temps. Parce qu'au final, Oui. si on me remettait dans un environnement salarié, je pense que je tiendrais pas très longtemps. Mais de temps en temps, tu vois, j'aimerais bien ne pas être responsable et qu'on me dise exactement quoi faire pour que ça marche, quoi. C'est un peu le. C'est le truc le plus enrichissant de l'entrepreneuriat, mais aussi le plus décourageant de temps en temps. C'est que tu dois prendre les décisions et tu auras fait plein d'efforts qui ne payeront pas tout de suite, mais qui te permettront d'apprendre. Donc la courbe d'apprentissage se fait. Mais tu vois, cette courbe d'apprentissage où toi tu dois choisir et tout, quand t'es dedans et que ça marche pas, alors oui, on apprend et c'est génial, mais quand t'es dans le cœur du truc, c'est pas génial, quoi. Et t'es dans le truc, il faut t'en ressortir. Moi, j'ai une espèce de je sais pas, de latence quand je rate un truc. Je sais où je vais avoir mis beaucoup d'énergie sur un gros projet et je vais rater. J'arrive pas à m'y remettre peut-être parfois pendant 3 semaines, un mois, tu vois. Ok. Donc je vais avoir... c'est pour ça que je pense que ça a été lent, moi, de réussir à créer quelque chose qui fonctionne. Parce que je reçois enfin l'échec. Je reçois un truc qui a pas marché. Plus j'aurais mis d'efforts, plus je mets de temps à rebondir, tu vois. Ok. Donc après, bon, je pense que ça s'apprend et là, je prends de moins en moins de temps. Mais ouais, ça c'est dur, quoi. Attends, on nous le dit pas que oui, c'est la liberté, tu fais ce que tu veux de tes horaires, Ouais, j'avoue. tu organises ta vie comme tu veux. Bah ouais, mais il y a moi je vois ça chez beaucoup de gens, le revers qui est que en fait tu deviens ton nouveau tyran qui te dit tu dois faire ça, qui t'auto-flagelle, qui te culpabilise, qui te dit que c'est pas assez bien. C'est C'est clair. pour ça. Le coaching et la thérapie, c'est très très bien en complément. Ouais, non, mais c'est clair, on devient un peu son propre patron et parfois arrêter les pensées patrons pour avoir que des pensées moins présentes, Ah ouais, ouais, grave. c'est une compétence à Mm. développer, quoi. C'est clair. Et dans ton cheminement, donc, je sais que tu as voulu entreprendre, que tu as entrepris dès que tu es sorti de l'école de commerce. Mm. Je sais que tu es repassé par une phase de salariat. Moi, je voudrais revenir à ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu dois repasser par le salariat? Enfin, ouais, c'est En fait, dans quel état d'esprit, quoi. donc on s'est séparés avec mon associé début 2018, je crois. Début 2018. Donc ça faisait 1 an qu'on avait créé notre première boîte ensemble. On créait des ateliers de développement personnel en entreprise et pour des particuliers. Bref, ça marche pas, on arrête, on dissout la société. Et donc moi je me dis, donc ça se passait fin 2017, début 2018, 21 février, je réenregistre une nouvelle entreprise parce que moi j'étais là en mode hors de question enfin je sentais que je tenais un truc, tu vois, je voulais pas retourner au salarié encore. Et donc là je me dis, je remonte ce truc et en fait je pense que j'ai un peu accusé le coup mais je m'en suis pas rendu compte de la dissolution de cette entreprise. Donc là j'étais en train de me former moi au coaching et je voulais refaire un truc similaire que la première entreprise mais avec ma patte, donc peut-être plus meuf, peut-être plus R&B, peut-être plus pop culture, etc. Et en fait j'ai eu un énorme coup de fatigue.
Et tu vois, j'étais pas du tout organisée, j'avais pas du tout fait de plan, j'étais un peu dans l'urgence parce que bon, fallait rentrer des sous, qu'on avait arrêté cette première boîte, donc j'ai pas pris le temps de me poser. Et là, j'étais en mode, vas-y, je prends tout ce qu'on me donne. Donc, je faisais plein de trucs gratuits pour me rendre visible, mais c'était pas du tout clair. Je faisais du coaching business et du coaching confiance en soi. Et c'est ce que je dis tout le temps, mais si tu m'avais fait coaching ménage ou récurage de chiottes, je l'aurais fait aussi. J'aurais tout pris pour faire rentrer des sous. Et vu que tu as cette urgence financière qui t'empêche de réfléchir correctement, parce qu'on fait rien de bien souvent, trop dans l'urgence, en fait, je me suis complètement perdue. J'ai eu un espèce de gros ras-le-bol, j'en pouvais plus d'entendre parler de développement personnel, j'en pouvais plus d'entendre parler de croyances limitantes, blablabla. J'étais là, mais quelle horreur. Et j'ai fait un dernier événement, enfin, c'était pas prévu que ce soit le dernier, mais j'ai fait un dernier événement le 14 juin de la Coupe du Monde, donc 2018, avec Marie-Claude Mayer, qui était la vice-présidente de Publicis, et Absatoussi, qui est animatrice télé, entrepreneur, etc. Donc on fait cet événement. Et à la fin de l'événement, Absatou me dit, bah écoute, moi j'ai une opportunité pour toi, si tu veux, on peut en parler, on peut déjeuner, etc. Et donc elle me parle de son opportunité, et ça se termine en, je finis par aller travailler pour elle, pour développer sa marque de cosmétiques et son média Absatoussi. Et donc en fait, je l'ai rejoint en fin août 2018, et je suis restée 1 an. D'accord. Et ça m'a permis de, tu vois, me donner une respiration, me faire travailler sur autre chose, revoir des gens, parce que si ce qu'on dit pas, c'est que tu es tout seul quand tu es en freelance et tu vois personne et tu as tendance à t'isoler. Donc ça m'a vraiment donné une énorme respiration, j'ai appris plein de trucs, j'ai été dans un milieu des médias que je connaissais pas du tout, donc c'était trop intéressant, mais l'entrepreneuriat m'a vite rappelé aussi. Et en fait, j'ai retrouvé de la motivation pour bosser sur mon projet, donc je l'ai développé le matin avant d'aller au taf, je me levais à 5h. Et je bossais dessus, j'ai créé ma formation en ligne, j'ai vu une coach business à côté. Donc j'ai eu une année 2019 assez remplie de création. Et après, j'ai expliqué à Absatou que j'avais envie de reprendre mon projet. Elle a été hyper Super. supportive, on dit pas ça en français, mais compréhensive. Ouais. Elle m'a beaucoup encouragée. Et donc je suis partie de la société je sais plus, il y a 1 an presque, là, en fin juillet 2019. Okay. Et puis depuis Carbone Théorie, et là ça y est, un projet qui marche et qui fonctionne et dans lequel je suis alignée. Top. C'est ultra important parce que parfois il y a des salariés, je trouve, qui veulent créer leur structure, devenir freelance et qui pensent peut-être qu'ils doivent tout lâcher du jour au lendemain. Ouais, non. Mais donc du coup, ça t'a apporté peut-être une liberté, je sais pas, émotionnelle, ça se dit, par rapport à la... Une liberté psychologique énorme, tu vois. Et puis après, j'ai vu que tu avais une petite question là-dessus, donc je sais pas si... mais c'est aussi, tu vois, je travaille avec un outil qui est l'échelle de valeur. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment connaître... Tu vois, si dans ton échelle de valeur, t'as pas aventure, risque, tout ce genre de trucs, et tu vois, moi, j'ai pas une aversion au risque qui est énorme, mais quand même, je peux pas tout plaquer du jour au lendemain et être contente avec ça. Je me ferais des crises d'urticaire et d'eczéma pas possible. Donc tu vois, ça aussi, il faut le prendre en compte, de dire, ok, quelle est ton échelle de valeur ? Est-ce que tu peux du coup définir peut-être ce que c'est pour les gens qui... Ouais. L'échelle de valeur, en fait, c'est l'ensemble de tes besoins fondamentaux en tant que personne. Donc de tes besoins mentaux fondamentaux. Et tu vois, moi, mon échelle de valeur, dedans, il y a liberté, partage, divertissement, créativité, puissance et dépassement de soi. Ça, c'est un peu mon échelle de valeur synthétisée. Et ça veut dire que, en gros, si tu nourris ces valeurs-là, tu vas être dans une phase d'énergie, tu vas te sentir épanoui, tu vas te sentir aligné, alors que si tu les mets en famine, c'est là où tu te sens tout moisi, où tu passes ton temps devant Netflix et où tu n'arrives pas forcément à rebouger, enfin à faire ce que tu as vraiment envie de faire. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et moi, dans mon échelle de valeur basse, parce que tu as une échelle de valeur haute et une échelle de valeur basse, dans mon échelle de valeur basse, il y a l'instabilité, l'insécurité, toutes ces choses-là. Donc ça veut dire que moi, j'ai pas un profil qui peut se dire du jour au lendemain, j'arrête tout, je suis en stress, j'ai pas de filet de sécurité et boum, je me lance. Donc tu vois, en fonction de ton échelle de valeur haute ou de ton échelle de valeur basse, ensuite tu résous l'équation de la manière qui permet de mettre le moins possible en famine tes valeurs hautes et nourrir le moins possible tes valeurs basses. Et tu t'adaptes, tu crées une situation qui arrange les deux côtés, tu vois. Donc moi, c'était je garde mon travail salarié, mais là où je suis prête à faire une concession, c'est me lever tôt le matin, bosser sur mon projet. Mais par contre, je suis pas prête à faire de concessions sur
je sais pas où je vais pouvoir manger, je sais pas si je vais pouvoir payer mon loyer, quoi. Ça, c'est une des premières étapes que tu enseignes aux gens, aux personnes que tu accompagnes. Ouais, L'échelle de valeur, ouais. c'est une des premières étapes. Bah, Mm. après, ce cours-là, il est gratuit. Enfin, je l'offre gratuitement sur mon site. Mais après, tu peux pas faire l'échelle de valeur si t'es pas connecté à tes émotions. Donc, la première partie de tout le travail que je fais, c'est une forme de rééducation émotionnelle, de reprise de conscience de ses émotions, de comprendre ce qu'elles essaient de te dire, que les gens comprennent quel est le rôle physiologique des émotions dans l'organisme, pour justement ne pas les mettre de côté et dire Berk, je veux pas de ces trucs-là, c'est dégueulasse. Et justement comprendre en fait que c'est ton organisme qui t'envoie certains messages sur tes croyances limitantes, sur des situations de danger, de menaces, etc. Et réapprendre en fait à comprendre ce qu'elles essaient de te transmettre pour ensuite apprendre à te connaître et faire tout le travail après qui va être justement de comprendre comment tu fonctionnes, déconstruire tous les trucs qui te bloquent aujourd'hui et reconstruire les croyances aidantes qu'il te faut pour arriver à ton objectif à terme, quoi. D'accord, donc on travaille sur soi, on identifie un objectif, on fait l'échelle de valeur, on avance dans ton programme et c'est quoi le moment où on peut sentir que ça y est, on est prêt, ou en tout cas qu'on est prêt à se lancer? Il y a pareil, tu vois, moi je pense qu'elle est assez proche de moi cette formation parce qu'il n'y a pas un moment wow, go, etc. Ou rarement, t'as plein de petits moments qui font que ça te permet d'avancer. Donc il y en a au module 2 sur l'échelle de valeur, ils vont avoir un truc, oh mon dieu, genre ça y est, je comprends pourquoi je réagis comme je réagis, je comprends pourquoi je fonctionne comme je fonctionne, c'est un truc de malade de pouvoir mettre des mots sur sa personnalité, il y a tellement de trucs qui s'ouvrent à moi, c'est génial. Il y en a d'autres sur le module 3 qui est sur la pose de limite, qui vont avoir des gros déclics. Il y en a sur le module 1 sur les émotions, tu vois, il y a Asa qui est dans mon programme qui m'a dit récemment, je sais que c'est trop cheesy de dire ça et je sais que c'est complètement complètement too much, mais vraiment ce module 1 m'a changé la vie. Genre mes proches ne me reconnaissent pas, les gens autour de moi ne me reconnaissent pas, c'est incroyable. Donc tu vois, tu vas avoir des gens qui vont avoir des grands moments un peu d'épiphanie pendant le programme, et puis tu en as d'autres pendant le programme qui pas du tout, parce que aussi tu as une déconnexion émotionnelle qui est plus forte ou je sais pas quoi, et tu te rends compte que 3 mois après, oh mon dieu, mais en fait j'ai compris et j'ai réussi à faire ça et j'ai pris conscience de ça et j'ai pris conscience. Donc le chemin, c'est ça aussi qui est difficile dans le coaching en développement personnel, c'est que faut devenir très 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 à l'aise avec l'impuissance. Ça veut dire que tu donnes tes outils, tu fais le mieux que tu peux et après tu sais pas comment les graines vont pousser chez chacun. Et ça c'est plus de ton ressort. Et ça c'est très dur parce qu'il y a des gens où tu te dis mais genre c'est moi qui ai mal fait mon travail. Ouais, tu peux le prendre personnellement. Tu peux le prendre personnellement. Ouais. Et en fait non, il faut accepter que le travail il se fait différemment chez chacun. Il n'y a pas une formule magique. Non, alors ça c'est bullshit à souhait, si on vous dit ça c'est faux. Ouais, tu peux jamais être sûr du résultat. Jamais. C'est clair. Et t'as d'autres exemples à part Hamza, c'est ça? Asa, pardon, désolé, Asa. T'as d'autres exemples en concret un avant-après, on va dire, psychologique ou des changements de vie que t'as eu entre une personne avant ton accompagnement et après? Ah ouais, bah ça tu vois, c'est le truc où moi je comprends que ça porte ses fruits parce que pour le coup c'est pas au même niveau pour tout le monde, mais t'as des avant-après quasiment chez tout le monde. J'ai pas mal de gens, je pensais pas du tout en faisant cette formation qu'il y aurait ça, mais qui apaisent des relations conflictuelles avec des proches et notamment des parents. Donc tu vois, des gens qui n'avaient pas parlé à un parent depuis peut-être 5 ans, 7 ans, 10 ans, et qui au début me disent non mais ça ce serait le truc impossible, mais bon je le mets là quand même si jamais on peut travailler dessus, et qui 4 semaines après en fait reprennent contact, ont une discussion et se rendent compte que ça se passe très bien. Après t'as des choses plus terre à terre. Il y a Agnès qui a créé Meuf Mortelle, donc avait déjà un gros parcours de développement personnel derrière elle. Donc tu vois, c'est aussi quand tu as fait beaucoup de travail, les derniers verrous se pètent plus vite. Mais donc avait créé sa boîte et qui voulait parler en public et qui voulait organiser des événements, mais qu'elle voulait animer. Et elle avait trop peur justement de parler en public, d'animer ses propres événements, etc. Et maintenant elle cartonne, c'est incroyable son aventure, elle organise tous ses événements à Paris, à Lille, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie, je ne comprends même pas qu'elle ait eu peur, ça se voit même pas du tout, tu vois, mais pareil, c'était des croyances limitantes qui l'a bloquée. J'ai Anne-Laure qui était pareil dans une situation similaire de parler en public. J'ai quelqu'un d'autre
que j'adore, qui était donc très timide, en sortie de burn-out, tu vois, qui était très bloqué par ses possibilités de faire des choses, de s'exprimer, de se mettre en avant, etc. Et qui voulait reprendre une formation de community manager, sauf qu'elle n'avait pas le diplôme elle n'avait pas le même diplôme que ce que la formation demandait. Ok. Et en fait, elle a à moitié, pas menti, mais elle a un peu osé bidouiller son truc. Elle est arrivée à l'entretien. Et au final, les gens lui ont dit oui, mais par contre, ça c'est un peu rédhibitoire. Vous n'avez pas le diplôme pour faire la formation. Pourquoi vous êtes là? Et en fait, elle leur a juste dit, alors qu'avant, mais elle avait vraiment très très peur, tu vois, du regard des autres et tout. Elle dit bah non, mais j'ai juste envie en fait, et je vais être trop bonne dans votre formation. Et en fait, vous avez besoin de moi dans la formation, quoi. Et elle a été prise. Wow, Et du coup, c'est trop stylé. Et j'ai plein d'histoires comme ça Après, il y a des choses plus intérieures où t'as pas un résultat qui se voit comme ça, qui peut se concrétiser, mais des gens qui passaient leur vie à s'auto-flageller, à se dire qu'ils étaient nuls, tu vois, des gens salariés, donc il n'y a pas ça se concrétise pas dans un projet ou dans quelque chose ou dans une reconversion, mais qui ont arrêté de complètement s'auto-flageller, qui ont arrêté de se plier en quatre pour toute la terre entière et qui aujourd'hui vivent mieux avec eux-mêmes. Donc ça, c'est des grosses victoires aussi, même si ça se voit moins. C'est trop stylé, quoi. Extra. Il y a quelque chose d'autre qui m'a beaucoup intéressé dans ton cheminement, surtout par rapport au fait que tu te définis comme coach en dev perso. C'est que ça n'a pas été toujours le cas, où au début tu avais un peu une connotation négative. J'aimerais un peu que tu reviennes sur peut-être ton évolution par rapport à ça, et peut-être expliquer un peu qu'est-ce qui fait que parfois, alors je sais pas dans le monde, mais en France, il y a des gens qui peuvent avoir une connotation négative sur ce secteur, en fait. En fait, moi, j'avais du mal parce que j'associais beaucoup ce terme de coach en développement personnel au truc le plus bullshit qui puisse exister, quoi. Le métier le plus bullshit qui puisse exister. Et puis, tu vois, moi, ce que j'avais, en tout cas, les références du développement personnel français, c'était très... ça me ressemblait pas. Enfin, tu vois, je voyais personne qui me ressemblait, qui était dans une espèce de dynamique. Je voyais beaucoup de... retour au calme, beaucoup de marketing autour de, tu vois, c'est l'exemple que je donne tout le temps, mais les points levés au-dessus de la montagne, les petites bambous ou fougères avec la petite goutte d'eau qui ruisselle. Et tu vois, moi j'étais là, mais en fait, je pense que un des trucs qui a fait que moi j'étais mal à l'aise, c'était que tout ce que je voyais, tout le marketing, toute la mise en forme était horrible, quoi. Et donc j'avais pas envie de m'associer à ça, j'avais pas envie d'être coach en développement personnel. Il était horrible dans le sens... Enfin, dans mon sens à moi. Ok. Parce que, moi, mon expérience, c'est que parfois, je peux trouver ça un peu trop spirituel, alors que je suis pas trop. Voilà. Ça parle sûrement à des gens. Bien sûr. Mais pour moi, en tout cas, Mm. et puis surtout que c'était à l'époque où j'avais encore plein de masques, donc c'est pareil, c'est un truc qu'on travaille en coaching, mais j'étais terrorisée à l'idée de paraître trop naïve, trop superficielle, trop idéaliste, j'étais pas du tout à l'aise avec ces pans-là de ma personnalité. Donc pareil, vu que j'étais pas à l'aise avec ça, j'étais encore plus dans un rejet de tout ce qui pourrait m'associer à ces choses-là. Donc j'ai fait un espèce de gros rejet global, parce que j'avais trop peur qu'on dise de moi que j'étais perchée, que j'étais spirituelle, que j'étais dans un truc de bisounours, etc. Et en fait, au fur et à mesure, les outils ont tellement tout changé pour moi que tu vois, j'ai pas pu trop non plus longtemps résister à me dire ah ok, il y a vraiment un truc, il y a vraiment des outils de malade, c'est vraiment un truc hyper profond, c'est vraiment un truc qui a de la valeur ajoutée de manière vraiment énorme. Bon bah ok, comment je fais pour prendre toute cette valeur ajoutée, mais faire en sorte que je sois à l'aise avec le fait d'en parler et que ça me ressemble, etc. Et donc là arrive le côté bimbo, le côté nerd, le côté tout ce que tu veux, qui a fait que j'ai réussi à créer quelque chose qui me ressemblait et avec lequel maintenant je suis à l'aise, quoi. Ça casse l'image, je trouve, que les gens pourraient avoir connotation négative du dev perso. Enfin, Beyoncé, tout ça, il y a un lien forcément, mais il n'y aurait pas de lien pour les gens qui mettent vraiment le développement personnel dans les personnes qui mangent un jus de carotte à 4h du mat et qui font du yoga. Enfin, j'en fais aussi parfois, mais qui vraiment vont dire ok, il fait du dev perso, donc il est forcément comme ça, il pense ça. Ouais. Et ça aussi, tu vois, j'ai l'impression que j'ai complètement pris le contre-pied, et c'est à partir du moment où j'ai été moi-même à fond que le projet a démarré. Tu vois, là par exemple, moi je suis pas du tout à l'aise
avec tous les trucs de routine, avec tous les trucs de surstructure qu'on te donne dans le développement personnel. Je trouve que ça t'enferme encore plus, ça fonctionne pour certaines personnes, et c'est trop bien pour les gens pour qui ça fonctionne, il faut qu'ils restent dedans. Mais s'il y a une résistance, si ça crée de la culpabilité, si ça crée de l'autoflagellation, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire la démarche, tu vois. Le développement personnel, c'est quelque chose, c'est des outils qui sont censés te libérer et te faire aller mieux. Donc si ça crée encore des injonctions supplémentaires, c'est pas la peine, tu vois. Et je sais que moi, une des choses qu'on me dit beaucoup et qui fait que les gens viennent vers moi, c'est « Ah putain, c'est pas une énième injonction à faire quelque chose, c'est bon, on sait que si on se lève à 10h, c'est pas une outrance à mon développement personnel, que si je mange une saucisse purée, ce n'est pas une outrance. » Enfin, tu vois, à un moment, il faut arrêter de... Je trouve qu'il y a une espèce de délire cinglé autour de ça, d'aseptisation, de robotisation, parce que en fait, les gens n'ont pas compris la règle numéro 1 du développement personnel, c'est que c'est du sur-mesure et qu'il faut t'écouter, et qu'à partir du moment où tu veux te mettre dans un truc standardisé, bah t'es plus dans ton échelle de valeur, t'es plus dans quelque chose qui te ressemble, et donc ton parcours en fait va pas t'amener vers une sorte d'émancipation, mais va t'amener dans un enfermement qui est peut-être pas l'enfermement dans lequel t'étais avant, mais qui est un autre enfermement en fait. Ça lie un peu avec la question que je voulais te poser aussi, parce que un peu tout ce qui est les limites du développement personnel. En fait, mon cheminement par rapport à ça, ça a été qu'un jour, je sais qu'il y a des livres, j'en citerai pas, qui, je sais pas si tu connais, qui apportent un peu peut-être les dérives de certaines parties du secteur du développement personnel. Est-ce que toi, coach en dev perso, donc c'est un peu un comble, mais est-ce que tu vois des limites aussi Oui. dans ce secteur, et lesquelles Mais bien sûr. Bah déjà, tu vois, à partir du moment... Enfin, le coaching, ça part d'une méthode qui est la même qu'en psychothérapie, qui est la maïotique. Donc ça veut dire que tu fais accoucher les gens de leurs besoins, de leurs envies, de leurs valeurs, de ce qu'ils veulent être, mais à aucun moment, tu ne te poses en conseiller. À aucun moment, tu ne vas dire à la personne, tu dois faire ça, je te conseille de faire ça, tu dois penser ça, tu dois. Et c'est ce que je te disais, en fait, pourquoi c'est aussi compliqué la maïotique, c'est parce qu'en fait, tu dois, toi, te mettre en retrait du cheminement de la personne. Et donc ça peut être frustrant, parce que ça veut dire que peut-être que pour une personne, ça va être long, peut-être que pour une personne, ça ne va pas prendre, peut-être que pour une personne, ça ne va pas avoir les résultats, mais tu dois garder cette posture d'être en maïotique et d'être juste entre guillemets, un accoucheur. Et sauf que les dérives aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec cette notion d'impuissance, cette notion de ne pas pouvoir tout maîtriser, de ne pas pouvoir maîtriser le parcours de chacun avec qui tu vas travailler, et donc vont se poser en conseiller. Et donc vont dire, tu dois faire ça. Ça, c'est la solution. Ça, c'est ce que tu dois faire pour toi. Ça, c'est là où tu dois aller. Ça, c'est ça que tu devrais avoir envie de ça. Tu devrais faire ça. Et c'est ça aujourd'hui les dérives. Et tu vois, c'est un peu ce qu'on disait, par exemple, moi j'ai fait le Miracle Morning pendant un temps pour tester, et après une période de test, j'en ai pris moi les enseignements qui me convenaient, et j'ai lâché le reste. Et c'est ce que justement beaucoup de gens ne font pas, c'est qu'ils prennent tout au pied de la lettre, mais c'est comme tout tu vois, religion, dogme, théorie, idéologie, à partir du moment où tu prends tout au pied de la lettre en oubliant toi, ton interprétation des choses, c'est là où ça devient très très dangereux. Et je pense que vraiment ça peut devenir dangereux parce que ça devient quasiment dogmatique, ça dit aux gens comment ils doivent se comporter, et s'ils ne se comportent pas comme ça, boum, t'es puni, t'es pas bon, t'es pas une bonne personne. Je suis sur plein de forums de développement personnel, les gens sont cinglés. Oh, mais aujourd'hui je ne me suis pas levée à 5h du matin, je culpabilise, quelle horreur, comment faire pour me repentir? Non mais calme-toi en fait, enfin, tu vois. Et je pense que c'est ça la grosse dérive, qui est que je sais pas si c'est le problème des gens ou si c'est le problème des coachs ou des gens qui travaillent dans ce milieu, mais qui est de dire que tu sais mieux que la personne ce dont elle a besoin ou ce qu'elle veut, et qu'elle n'est pas capable de trouver ses réponses toute seule, quoi. C'est clair, et je reviens sur le Miracle Morning parce que j'ai une bonne histoire par rapport à ça. C'est que moi, pareil, au début, je l'ai fait. Vraiment 1 heure, vraiment toutes les étapes, etc. Et aujourd'hui, je fais une sorte de mini Miracle Morning, mais qui me permet de... Voilà, j'ai trouvé mon truc, quoi. J'ai trouvé le truc pour me lever et avancer.
Et j'avais fait une sorte de... Alors pour Miracle Morning, pour les gens qui savent pas, c'est grosso modo, tu te lèves plus tôt, enfin tu fais des choses, on va dire, tu travailles sur toi le matin, méditation, sport, lecture, bref, il y a plusieurs étapes. Et j'étais dans un groupe en fait où il y a des personnes, en fait on se stimulait à le faire tous les matins, donc on se levait, on disait qu'on le faisait. Et vraiment des personnes, si il y a une semaine on le faisait un peu moins, c'était problématique pour l'esprit du groupe et c'était un peu trop dogmatique comme, Ah oui, comme mais tu ça disais, devient quoi. obsessionnel Ouais. et c'est là où c'est grave et c'est là où après ça crée Mm. des pathologies, des Mm. névroses, c'est source de culpabilité et c'est hyper compliqué quoi. Ouais. C'est clair. Mais c'est bien de le dire. C'est pour ça que j'ai bien fait enfin, je voulais avoir ton avis, surtout que toi, t'es coach en développement personnel, quoi. Ouais, mais même moi, tu vois, dans ma formation, Mm. par exemple, les gens, quand ils sont dans le parcours, ou qui sont fatigués, ou qui font pas, ou qui procrastinent, ou qui sont pas d'accord avec un truc, je vais toujours dire oui, et choisis ta croyance limitante, et choisis ce qui te convient, et choisis ce qui te convient pas, Mm. et ensuite tu fais ton melting pot. Je n'ai pas la vérité absolue, I'm not Jesus, enfin, fais ton truc tout seul, quoi. Donc c'est important que les gens gardent leur, Mm. leur esprit critique. Mm. You are not Jesus, mais tu as été inspiré. Alors, il n'y a aucune transition. Mais si je te disais, qu'est-ce que ça t'évoque, Maria Carey, Hero, cette chanson, elle t'évoque quoi? Ça m'évoque des heures passées devant le miroir avec ma brosse à cheveux à me prendre pour Maria Carey quand j'étais en CM2. Euh, Après, j'adore Maria Carey. Après, je trouve ça très cheesy, la manière dont c'est apporté. Mm. Tu vois, ça va être très genre haha, there's a hero, and if you look inside your heart, etc. Mm. Mais au fond, le message est quand même assez bon. Tu vois, Mm. c'est aussi le truc, je trouve, j'ai vu une phrase récemment, je sais plus qui l'a dite, qui est que un peu la grande tragédie de notre époque, c'est qu'on a tourné au ridicule tout ce qui potentiellement pourrait nous aider. Et tu vois, par exemple, Mm. Maria Carey, tu vas pas te dire ouais, elle est trop bien cette chanson, je vais écouter les paroles, c'est génial, parce que c'est trop cheesy, parce que c'est trop Maria Carey, parce que c'est trop diva, parce qu'il y a trop de vocalises, on a tourné ça au ridicule, on tourne le développement personnel au ridicule, on tourne la psychothérapie au ridicule, on tourne tout ce qui la spiritualité au ridicule. Donc, tu vois, il y a quand même un grand cynisme autour des choses qui potentiellement pourraient nous aider. Et donc voilà, je pense que bah oui, faut regarder en toi. Il y a un héros en toi, mais tu vois, même moi Mm. là en le disant, j'ironise parce que c'est difficile à dire en l'assumant. Ça fait du bien l'ironie, hein. Je suis le premier à dire Mais ça oui, dans les... Ouais. mais je pense que oui. Je pense que bon après un héros, je ne sais pas. Ça, je travaille beaucoup là-dessus, Mm. moi personnellement. À dire aux gens que aussi si t'as pas envie de sauver le monde et que si t'as pas envie d'être un héros et que t'as juste envie de vivre ta vie tranquille, c'est une possibilité. Il y a pas, enfin, je revendique pas mal le droit à la non-ambition, comme le droit à l'ambition, comme le droit à faire vraiment ce que tu veux de ta life, quoi. Ah mais c'est clair, ça c'est un truc que j'ai répété plusieurs fois. Le podcast s'appelle Le cadre à nomade, mais quelqu'un qui est très heureux en CDI, mais Bah très oui, bien. On va pas, ah ouais, c'est clair. c'est pas le monde des bisounours. Il y a pas de secte. Non, au CDI c'est mauvais. Nanana, l'État vous prend des sous. Je peux tout dans cet esprit-là. Toujours pour en revenir à Hero de Maria Carey, la première fois que chantait Rihanna, la fois où Rihanna a chanté ça. Que Ah, peut-on c'est là où t'as voulu Oui, m'amener. mais c'était très intéressant aussi. Donc du coup ma question c'était, vous allez la comprendre après la réponse de Charlotte, mais que peut-on tirer par rapport à soi de la première prestation de Rihanna C'est en gros, c'est c'est vrai. une vidéo que vous pouvez aller voir sur mon Instagram. Faut aller un peu fouiller, mais elle est là. De Rihanna qui est à une espèce de kermesse à la Barbade ou un concours de chant ou je sais pas quoi. Et elle chante Hero de Maria Carey. Et c'est horrible. C'est horrible. Elle chante faux, c'est gênant à souhait. Elle est là devant l'audience à chanter faux et à continuer. Elle se bat et elle va au bout de sa chanson. Et en fait, ce talent show là l'a conduite à un deuxième talent show qui l'a conduite à un troisième endroit où elle s'est faite repérer par l'associé de Jay-Z qui l'a ensuite amenée à New York pour un rendez-vous avec Jay-Z et qui lui a permis de se faire signer. Et en fait, moi, c'est la vidéo que je regarde tout le temps quand j'ai peur d'être ridicule, quand j'ai peur de mal faire, quand j'ai peur d'être moquée, quand j'ai peur d'être ridiculisée ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, il n'y a que les gens qui ont eu les couilles ou les ovaires
d'aller se confronter et dire ok, bah là je suis un brouillon, je suis pas encore un produit fini, mais voilà ce que j'ai envie de faire, voilà pour l'instant ce que je peux faire, bah, qui ensuite vont réussir à justement se faire repérer et aller bah, dans quelque chose qui aurait jamais été possible avant. Et la carrière de Rihanna aujourd'hui, c'est incroyable, artistiquement elle a réussi, entrepreneurialement elle a réussi, et si elle avait pas fait cette audition horrible de Hero de Mariah Carey, ce spectacle, bah tu vois, elle en serait peut-être jamais là, quoi. Donc moi c'est vraiment le reminder tout le temps de ridicule histoire, ridicule histoire, ridicule histoire, ridicule histoire, et c'est à la fin de ça que bah, t'arriveras à tes fins, quoi. C'est ça, on en revient avec l'épisode de Théo aussi, mais lancez-vous même si c'est pas parfait, quoi. Quand j'ai fait cette première saison du podcast, je me disais mais c'est une super phase de test et je verrai ce que j'en fais après. Donc voilà, ridiculisez-vous, dansez n'importe comment dans la rue, dans vos proches, et ça vous aidera à avancer, quoi. Bah avant de passer aux questions rituelles, il y avait, je pense que je la mettrais dans les questions rituelles, celle-là. Là, il y a Julien ou Céline, on va dire, on va appeler Céline. Attends, tu vas penser à Céline Dion. Oui, Ça va pas marcher du coup. Je dis Céline. On va l'appeler Lucie du coup. Alors, Lucie, elle a 28 ans, elle a fait une grosse école de commerce. Elle travaille à la défense, elle doit bien s'habiller, elle gagne bien sa vie, elle est contrôleur, je sais pas, de gestion. Elle gagne bien sa vie, c'est cool, elle gagne très bien sa vie même, mais voilà, elle est pas ultra épanouie. Là, elle t'écoute, elle vient de t'écouter à la fin de l'épisode. Elle rentre chez elle, voilà, il est 18h. Qu'est-ce que tu conseilles à Lucie Lucie, ouais. Elle rentre chez elle. Bon, le premier, si elle rentre chez elle et qu'elle a le temps, si elle n'est pas épanouie, qu'elle sent qu'il y a un décalage, Lucie, fais le cours sur l'échelle de valeur. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Mais au moins, à la fin du cours, tu vas avoir ton échelle de valeur haute. Et donc, tu vas savoir quels sont tes besoins fondamentaux. Et tu vas pouvoir voir, ok, peut-être que tous tes besoins fondamentaux sont mis en famine et ne sont pas nourris. Mais peut-être qu'aussi, tu as peut-être un besoin fondamental qui n'est pas nourri. Et tu vas peut-être pas avoir besoin de faire une énorme transition ou une énorme reconversion. Peut-être que tu peux trouver un moyen de juste nourrir ce besoin-là et de te ressentir réaligné, de retrouver du sens. Par contre, si en ayant fait l'exercice, tu te rends compte que finalement ton environnement met en famine absolument tous tes besoins, bon bah là, faut peut-être penser à trouver autre chose, commencer à explorer, commencer à regarder, commencer à se poser des questions. Et voilà. Mais moi, je te conseillerais d'abord, tu fais le cours sur l'échelle de valeur, et ensuite, t'explores. J'ai fait un podcast dessus sur le vide exploratoire, qui est hyper important pour les gens qui veulent trouver leur voie notamment. Mais tu vois, tu peux pas... on est tellement habitué à avoir des solutions, tu fais ton fichier Excel et boum, t'as la réponse, c'est terminé, que là, c'est à des années-lumière de ça. Et faut aller explorer, faut tester des trucs, faut aller regarder, et ensuite ce sera pas productif tout de suite, t'auras pas des résultats tout de suite, mais c'est à la suite de cette période d'exploration que tu pourras tirer des conclusions sur ce que t'aimes faire, ce que t'aimes pas faire. Faut se reconnecter, quoi. Et j'aime bien ce que tu dis avec l'échelle de valeur, que potentiellement Lucie elle pourra être heureuse juste en changeant un truc qui n'est pas forcément pro. Car moi le premier, et je pense que beaucoup de personnes, on a l'impression que si on est cadre à la défense et qu'on n'est pas heureux, pour être heureux, il va falloir élever des chèvres dans le Larzac, ouais. Quoi. Alors que pas du tout. Et puis être coupé d'internet et nanana. Alors que parfois... parfois même ça va pas du tout rentrer dans ton échelle de valeur, tu vois. Et tu peux, j'en sais rien, si tu te rends compte que t'as la valeur partage, tout est bien, donc j'en sais pas, t'as organisation, rigueur, dépassement de soi, indépendance, tout ça c'est bien nourri, mais ta valeur partage elle est pas nourrie. Tu vois, moi j'ai eu des exemples de personnes avec qui j'ai travaillé qui se sont mis à organiser des petits déj dans leur lieu de travail pour un peu rencontrer tout le monde, ou ils se sont mis à organiser pareil des talks avec des personnalités inspirantes pour un peu créer du lien entre les gens au bureau. Et après, c'est mais c'est trop bien, au moins j'ai mon petit projet que je peux faire en plus, et maintenant je kiffe beaucoup plus. Il y a des micro-changements qui sont possibles. Oui, t'es pas obligé d'aller élever des chefs dans le Larzac pour te sentir épanoui et que ta vie ait du sens, quoi. Top. Question rituelle. Okay. Question rituelle de fin. Alors la première, tu as 28 ou 29 ans déjà parce que... non, j'ai eu 29. 29, au pire je t'aurais rajeuni, donc ça va, quoi. Charlotte, tu as 29 ans. Elle fait quoi, la Charlotte de 39 ans ? Je sais pas du tout.
j'ai tendance à prendre un peu peut-être pas au jour le jour, mais plus les choses à l'année. 39 ans, bah, je pense que moi je suis très 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 famille, donc je pense que j'ai bougé de Paris, que je suis un peu revenue en Bretagne. Peut-être que si j'ai assez d'argent, je fais un peu entre les deux. Mais je me vois avec une famille, je me vois avec mon conjoint, je me vois près de ma soeur, de ma famille, de mon père, de ma mère, etc. Un peu tout cela. Je me vois travailler encore en coaching, mais peut-être avoir développé. Et il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire, parce que je pense que c'est une aberration, c'est commencer à travailler avec l'éducation nationale pour faire en sorte que l'éducation mentale soit en tout cas autant importante que l'éducation physique. Aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on ait des cours d'éducation physique, qu'on t'apprenne comment fonctionne ton corps, etc., mais qu'on laisse toute cette partie-là. Pour ceux qui ne nous voient pas, je suis en train de mettre mes mains autour de ma tête et de mon cerveau, complètement aux oubliettes, quoi. Et ça, je ne comprends pas. Je comprends pas qu'on ait... Bon, ça fait 1000 fois que je le dis pour ceux qui écoutent, désolé, mais qu'on passe autant d'heures sur la reproduction des oursins ou des phasmes ou de je sais pas quoi en SVT et qu'on ne nous apprenne pas à quoi sert une émotion, comment on fonctionne, pourquoi est-ce que certains de nos comportements sont comme ça, etc. Je ne comprends pas, je pense que c'est une aberration et ce sera peut-être pas moi, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il y a urgence à ce que tous ces sujets-là soient enseignés à l'école. Donc j'ai pas trop, tu vois, ce truc, moi, changer le monde, je me suis un peu éloignée de tout ça. J'ai envie pour l'instant d'aider à mon échelle le maximum de gens que je puisse aider. J'ai envie d'être libre financièrement, j'ai envie d'être libre géographiquement et j'ai envie d'être ancrée dans un endroit qui, je pense, sera peut-être en Bretagne. Mais après ça, quand même, j'ai quand même envie de travailler là-dessus, sur juste l'éducation des jeunes plus globalement, quoi. C'est marrant parce que peut-être que dans 10 ans on travaillera ensemble. Pourquoi? Parce que ceux qui ont écouté l'épisode 10 sur les biais cognitifs, vous allez comprendre, mais dans cet épisode sur les biais cognitifs, biais cognitifs pour ceux qui ne savent pas, c'est pourquoi parfois on prend des décisions qui ne sont pas rationnelles par plein de trucs. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un peu mission, je sais pas, mais cette envie de... moi j'ai jamais compris pareil, pourquoi... déjà, il y a deux choses. Pourquoi, quand on arrive à l'école, on ne nous apprend pas à apprendre? Apprendre. Pourquoi on n'apprend pas? Pourquoi il n'y a pas des techniques? Et la deuxième chose, c'est pourquoi on n'apprend pas, comme tu disais, à comprendre comment fonctionne notre cerveau. Donc, ouais, moi je disais pourquoi on est en colère, des choses comme ça. Et c'est vrai que il y a quelques initiatives, des gens, un mec qui s'appelle Hygiène Mentale, qui a fait une chaîne YouTube qui est magnifique, qui a déjà fait une intervention je crois que c'était à Strasbourg, mais je trouve que ça a beaucoup de sens et je trouverais ça plus logique dans le développement d'un être humain. Mais bien sûr, mais ouais, ça m'énerve. Bon, peut-être dans 10 ans, alors Charlotte, quoi. La deuxième question, alors pour une coach en dev perso, je l'attendais, cette question rituelle, c'est ta plus grosse peur en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? J'ai pas trop... j'ai pas trop de grosses peurs en tant qu'entrepreneur. Au quotidien, là, c'est ce que je te disais, c'est stressant quand tu as des fluctuations dans ton chiffre d'affaires, que tu aies des choses comme ça. Ça, c'est stressant, mais c'est pas une énorme peur. Moi, j'ai très peur de choses plus basiques. J'ai très peur de pas être en bonne santé. J'ai très peur que mes proches meurent. J'ai très peur de choses plus comme ça. Mais je pense que, après c'est pas le lieu pour en parler, mais j'ai une expérience personnelle qui fait que je relativise sur beaucoup de choses plus du quotidien, et que par contre là où j'ai beaucoup moins de mal à relativiser, c'est plus sur la santé, sur que tu sois encore entouré de tes proches, tout ce genre de choses, quoi. Donc sinon dans mon business, ça me stresse pas plus que ça, et j'y pense pas trop pour l'instant, mais oui, c'est de pas réussir à en vivre sur le long terme. Mais bon, après je ferai autre chose. C'est pas non plus le truc où je me dis oh si j'y arrive pas, mon Dieu, quelle horreur, je trouverai une alternative. C'est pas, ça me fait pas trop peur non plus, quoi. Ok. Prochaine question rituelle. Alors, j'ai peut-être déjà une réponse, donc je vais encore un peu l'approfondir. La troisième question, c'est si tu n'étais pas devenu entrepreneur,
et ni dans le développement personnel, donc ni dans ton secteur. Et je vais rajouter un troisième ni que je fais pas, ni dans la danse. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais choisi comme métier? Je pense que j'aurais peut-être été dans des trucs plus proches des chèvres Larzac. Soit autour peut-être de... Enfin après j'en sais rien, c'est complètement fantasmé, hein, tu vois, moi c'est une idée que je m'en fais, j'ai une partie de ma famille qui est dans la cuisine, mais je suis très intéressée par l'herboristerie et tout ce qui va être pâtisserie, boulangerie, etc. Donc je pense que je me serais peut-être plus convertie comme quelque chose comme ça, mais encore une fois j'y connais rien, enfin tu vois, j'aime le côté créatif du truc, j'aime le côté manuel du truc. Je me dis que quand tu te lèves tous les jours pour répéter les mêmes gestes, il y a quand même une dimension répétition là-dedans qui est énorme, qui fait que j'aurais peut-être pas trop supporté quoi. Après moi ce que j'adore, tu vois, je le retrouve dans le coaching, mais j'adore transformer les choses. Et je pense que si je l'avais pas fait dans le coaching, je l'aurais peut-être fait dans quelque chose de plus manuel, je sais pas, de la déco, de la cuisine, du pain, tout ce genre de trucs quoi. Ok, super. Il y a une dernière rubrique, alors, ça s'appelle la ringomandation. La ringomandation, c'est quoi? Tu vois, j'ai osé faire... ça, enfin, je mets un peu un lien en ce que tu disais avec le fait de danser et de faire n'importe quoi avec ça, parce que la première fois que j'ai créé cette rubrique, donc c'est un jeu de mots entre mon nom de famille, Ringo, avec recommandation. Et voilà, je voulais créer une rubrique, et la première fois que j'ai fait ça, je me suis dit, mais jeu de mots pourri, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Et les gens ont trop rigolé en fait. Oui. Et ça, ça a été un peu une sorte d'étape dans mon dev perso également. Donc du coup, la recommandation, ça peut être n'importe quoi, pro, pas pro, une appli que tu aimes bien, un film, un moment, une citation, enfin, t'as vraiment carte blanche à ce sujet, un truc. Pour aider les gens qui nous écoutent. Pas forcément, ça peut être un truc marrant, ça peut être un truc, je sais pas, un chanteur, on sait déjà que t'aimes bien Beyoncé, Céline Dion, mais ça peut être non, c'est pas forcément pro, c'est vraiment, c'est sur toi, ta personnalité, quelque chose que t'aimes bien, quoi. Ah, attends, j'ai plusieurs trucs, Attends. j'hésite. Euh, Bah en fait, moi, ce dont je me rends compte, tous les trucs que j'aime bien, c'est des trucs que je considérais comme pas du tout avouables au début. Tu vois, genre Céline Dion, Beyoncé, enfin, tout de suite égale Ariana Grande, tout de suite égale meuf superficielle, etc. Et en même temps, j'adore passer, mais vraiment, tu vois, ça c'est pas très avouable non plus, j'adore passer des heures chez moi sans sortir, à juste créer des systèmes de web marketing. Je pourrais ne pas me laver pendant 4 jours. Si j'avais pas mon copain qui était là pour rentrer, je pense que je ne m'en rendrais pas compte. Que je suis assez extrême. Je peux passer des heures entières à écouter la même chanson en boucle pour capter toutes les secondes voix et les troisièmes voix et les trucs comme ça et le mouvement et le machin. Je peux passer des heures sur YouTube ou sur Netflix à repasser, je pense que j'ai peut-être des tocs, mais tu vois, à repasser les blagues de machin parce que ça me fait trop rire, etc. Et en fait, tu vois, d'extérieur, j'ai l'impression que les gens me voient comme quelqu'un d'assez équilibré, alors que je me sens assez obsessionnelle et sur des trucs qui sont pas trop avouables. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si tu arrives à arrêter de vouloir cacher tous ces trucs pas trop avouables sur toi, et tu vois, c'est ce que tu disais, là t'as fait la Recommandation. ringomandation, et bah ça te fait marrer, et bah boum, tu le fais. Et en fait, je trouve que sortir tes côtés bizarres, sortir tes côtés un peu pas avouables, sortir les trucs chelous sur toi, bah c'est ce qui à la fin fait que toi tu vas trouver comment tu veux t'exprimer, que les gens vont se reconnaître à travers toi, que les gens vont être attirés par ce que tu fais, vont être attirés par ton travail, ou même juste dans la vie, tu vois. Il y a plein de gens que j'accompagne qui me disent mais oui, mais moi je suis une grosse geek, j'adore juste les podcasts sur la science-fiction et du coup je me sens pas intéressante au milieu de tous mes collègues de travail. Bah non, en fait c'est trop intéressant tout ce que tu as à dire et tous tes trucs bizarres sur toi. Enfin pareil, c'est un peu cheesy de dire ça, mais c'est des énormes richesses pour créer des relations, pour créer de l'abondance, pour rencontrer des gens, pour développer ton business, pour faire tout ça. Donc je pense, n'ayez pas honte si vous passez une semaine sans vous laver pour jouer aux jeux vidéo. N'ayez pas honte si vous passez une semaine à mater des séries parce que Sheldon Cooper vous fait rigoler. Et oui, il faut pas que ça devienne non plus désociabilisant. Mais si c'est des choses qui vous font vibrer, faut
les prendre à bras le corps et les câliner et leur dire que vous n'avez pas honte et les assumer à fond, quoi. Merci Charlotte. Non, c'était top, c'était intéressant. Écoute, on arrive à la fin. Et bien sûr, où est-ce qu'on peut te retrouver là? Quelqu'un, il a bien aimé l'énergie de Charlotte, etc. Où est-ce qu'il peut te retrouver? Donc sur mon site, carbone avec un E, théorie avec un Y.com, tout attaché, Carbone Théorie. Sur mon Insta, donc carbone avec tiré du bas théorie. Là, j'ai ma chaîne YouTube qui repart, donc pareil, Carbone Théorie. Je suis partout. Je suis partout. Et En ouais, Bretagne, c'est à peu près et en tout. Bretagne dans 10 ans. Et en Bretagne, oula non, en Bretagne la semaine prochaine. et voilà. Ça roule. Merci beaucoup. Merci, c'était trop cool. Charlotte. La tradition, c'est je te laisse le mot de la fin. Non, je vais en dire plusieurs, mais le mot de la fin. Give zero fucks. Fais juste ce qui te plaît, amuse-toi, fais-le pour toi. Et à la fin, soit ce sera une bonne anecdote pour ta conférence quand tu seras hyper connu, ou soit ce sera une bonne anecdote pour tes potes si finalement t'as pris une autre voie, et ça fera des bonnes histoires à raconter. Et voilà, au moins t'auras des trucs pour te marrer quand tu seras seul à 96 ans avec tous tes chats et qu'il n'y aura plus personne, et ben t'auras toutes ces anecdotes pour rigoler et tu seras pas rempli de regrets. Et ça, c'est bien. Super. Merci. Je t'en prie. Ciao, salut.